Pour l'actualité financière, vous comptez sur le brief. Pour une carrière internationale en finance, comptez sur le Luxembourg. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 17 juillet et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre. Le brief de l'Écho. L'opérateur Orange va déménager son siège social de Bruxelles vers la périphérie de la capitale, en Flandre donc, pour celui qui vient de racheter l'opérateur wallon VOO. Tous les contrats devront être rédigés en flamand. Le ministre fédéral de la Transition Jean-Luc Cruc lance un appel à projet pour favoriser l'économie circulaire dans 4 secteurs d'activité. On verra avec lui ce qu'il en est. Une nouvelle enseigne débarque dans le secteur du bricolage en Belgique avec de très grandes ambitions, de très grandes surfaces et de très gros volumes pour bousculer un segment de la distribution déjà très encombré. Je suis Laurent Fabry et vous écoutez le brief. Le brief, cette info, dès 7h. Une partie de l'argent récupéré sur les émissions de CO2 va servir à financer des projets d'économie circulaire, et ça dans 4 secteurs privilégiés, la construction, le textile, l'emballage et les équipements électroniques et électriques. Le SPF Santé et Environnement lance un fonds de 600 000 € pour donner un coup de pouce à entre 4 et 8 projets. Il faut qu'ils soient réplicables et surtout qu'ils montrent qu'ils peuvent vraiment changer le système autour d'eux. Alors dans le brief aujourd'hui, c'est Jean-Luc Cruc, le ministre de la Transition, qui nous répond directement. Alors, ce qu'on recherche, c'est des projets qui repensent un produit dès la conception. Par exemple, c'est un matériau de construction conçu pour être entièrement démontable et réutilisable. Un textile qui est pensé pour être facilement réparé ou recyclé. Un emballage qui utilise moins de matière tout en restant finalement très performant. Et puis un dernier exemple peut-être, l'appareil électronique conçu pour être facilement démonté, réparé et reconditionné. Voilà quelques exemples. Donc pour le ministre, ce projet répond à un véritable besoin stratégique pour notre économie. Donc c'est moins de dépendance et c'est moins d'émissions aussi. C'est renforcer l'autonomie stratégique, réduire les coûts pour une entreprise, mais aussi stimuler l'innovation et créer des nouveaux emplois locaux. Donc j'ai envie de dire qu'une fois de plus, on arrive à attester que la transition écologique, c'est pas une contrainte, c'est dans ce cas-ci réellement une forme d'opportunité de renforcer notre compétitivité. Reste à savoir si le budget sera à la hauteur de l'enjeu. La réponse de Jean-Luc Cruc. 600 000 €, reconnaissons que c'est une somme modeste, mais le but, c'est surtout de jouer un rôle de déclencheur. L'ambition, c'est pas de verser des subsides, c'est pas de remplacer non plus le rôle des régions, c'est de créer une dynamique économique qui devra ensuite être portée par les entreprises elles-mêmes. L'appel à projet s'ouvre aujourd'hui. L'opérateur téléphonique Orange va quitter son siège bruxellois, direction la Flandre. Un déménagement de 3 km à vol d'oiseau prévu dans 2 ans, quand le bail actuel arrivera à échéance. L'opérateur français qui a aussi racheté le wallon VOO assure que le choix du nouveau bâtiment se fait uniquement sur des raisons pratiques et économiques, des locaux de bonne dimension, juste aux côtés du ring, plus modernes, mais pour autant avec ce déménagement, le groupe ne payera plus d'impôts sur ses bureaux puisque la commune de Diegem n'en prélève pas. Et pour l'anecdote, désormais tous les contrats devront être rédigés en flamand. 20 000 mètres carrés et la promesse de prix bas garantie, un tout nouveau magasin de bricolage a ouvert ses portes hier, et pas n'importe où, sur le site de l'ancien supermarché Makro à Mechelen. Colosse, c'est son nom, doit être le premier magasin d'une toute nouvelle chaîne de bricolage. Derrière, on retrouve le groupe Hubo, déjà des magasins de bricolage, mais là où Hubo vise le petit bricolage au quotidien avec des surfaces moyennes installées en périphérie, Colosse vise des très grandes surfaces avec une gamme
beaucoup plus large. On a rencontré Loïc Hardy, le CEO de Colosse, en pleine inauguration. Il assume le modèle. Colosse doit devenir le Colruyt des magasins de bricolage. Là, la clé est évidemment dans la taille du magasin. Avoir un magasin de cette taille-ci nous permet de commander directement chez les fabricants, de commander en plus grand volume, et ceci est directement répercuté dans un avantage pour le client final. Alors Dominique Liès, c'est toi qui nous as rapporté ce son de Loïc Hardy. Tu étais à l'inauguration du magasin hier. Est-ce qu'il y a encore de la place pour une nouvelle enseigne dans le secteur du bricolage ? On a déjà Brico et toutes ses déclinaisons, Gamma, Monsieur Bricolage et Hubo. Alors quoi ? Oui, effectivement, c'est déjà un marché qui est très très concurrentiel avec pas mal d'enseignes, des enseignes qui sont plutôt à la pointe, je dirais. Maxeda, qui est la maison mère des bricots et des bricots Planète, a quand même dû être recapitalisée en début d'année. En effet. Chez Brico, on parle de vagues de franchise, voire de fermeture. Gamma peine à garder ses parts de marché. Donc il y a vraiment en fait que Hubo qui s'en sort bien. Les magasins de bricolage ont ces dernières années vu leur chiffre d'affaires se réduire. La construction et la rénovation, on peut pas dire non plus qu'elle soit super dynamique pour l'instant. Et on voit tout le secteur de la distribution, qu'il soit alimentaire ou non alimentaire, davantage se tourner vers un réseau plus de proximité, plus urbain, alors que là, on est sur du 20 000 m² en périphérie, où il faut aller avec sa voiture. Alors, l'immobilier, pour l'instant, a besoin d'être rénové, a besoin d'être isolé, mais est-ce que, sur le long terme, ce genre de magasin va vraiment continuer de séduire le consommateur ? La question se pose. En tout cas, Colosse a déjà prévu une deuxième ouverture cet hiver, et à terme, le groupe veut 10 à 15 magasins dans le pays. 8 jeunes sur 10 considèrent que la bourse sera leur principale source de revenus dans l'avenir. Certains pensent loin, à l'horizon de la pension, mais la moitié pense que ce sera déjà le cas dans les 5 prochaines années. Ces chiffres étonnants, c'est le dernier baromètre ING qui les dévoile. La banque y voit une forme de démocratisation de la bourse entre les vidéos des influenceurs finance, avisés ou pas toujours le cas, qu'on trouve sur les réseaux sociaux, l'apparition des néobanques, les applis de courtage, les ETF et tout le reste. Les marchés n'ont plus l'air aussi inaccessibles que par le passé. Le baromètre montre aussi un écart de génération. Plus les investisseurs approchent de la pension, moins ils perçoivent leur plus-value comme leur principale source de revenus. L'État se retrouve dans le viseur des conseillers fiscaux. L'ITAA, l'association professionnelle qui réglemente la profession, vient d'envoyer une mise en demeure au ministre des Finances. Les comptables en ont marre des pannes à répétition. Ils exigent de l'État qu'il investisse davantage dans les infrastructures informatiques. Rien que le week-end dernier, les plateformes MyMinFin et TaxonWeb ont craché quelques jours avant la date limite pour rentrer les déclarations fiscales. C'est d'ailleurs pour ça que le délai a été repoussé à dimanche. Au cabinet Yambon, le message est passé. Le ministre et le SPF Finance ont promis de, je cite, poursuivre les améliorations des systèmes informatiques et des systèmes numériques. John Cockerill dépense-t-il trop dans l'énergie ? La multinationale belge d'ingénierie a accepté de partager certains chiffres de son bilan 2025 avec l'Écho, en plus des résultats publics. Elle signe un chiffre d'affaires record grâce à son pôle défense, mais sa filiale consacrée à la production d'hydrogène enregistre toujours un EBITDA négatif. Ça fait maintenant 4 ans que l'entreprise mise sur le développement de cette molécule, présentée comme une solution pour produire une énergie plus propre, mais sans arriver à rendre l'activité rentable jusqu'ici. Maxime Van de Weyer, alors qu'est-ce qui coince ? Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour John Cockerill ? Alors c'est vrai que c'est pour la 4e année consécutive, John Cockerill Hydrogène termine en perte, ce qui suscite quelques inquiétudes en Belgique quand on sait que des investisseurs publics
Ils sont entrés massivement en 2024 et 2025 au cours de 2 très grosses levées de fonds. Après, ce qu'il faut remettre en perspective, c'est que John Cockerill avait parié sur un essor de l'hydrogène plus rapide en Europe. Et donc, John Cockerill s'est plutôt tourné alors vers des marchés asiatiques, l'Inde en particulier, où elle a pu signer un contrat très très important, ce qui a permis de redonner un petit peu espoir dans cette technologie et cette filière. Mais ce contrat ne donnera ses fruits qu'à partir de cette année. Alors est-ce que entre-temps, John Cockerill va encore devoir faire appel à de nouveaux financements ? Eh bien, eux disent que non, que leurs besoins sont assurés pour les 12 à 18 mois. Ils soulignent aussi que l'EBITDA est passé de moins 60 millions en 2024 à moins 36,5 millions en 2025, ce qui est une amélioration. Il signale aussi un carnet de commandes qui se remplit. Donc voilà, on voit que les choses commencent à prendre. Il est clair par contre que les besoins en financement restent très importants pour John Cockerill, qui fonctionne toujours un petit peu comme une start-up qui dépense énormément en recherche et développement en attendant les rentrées. L'entreprise pense par exemple à vendre son site de Houston, qui devrait rapporter 25 millions, et étudie aussi d'autres pistes si les rentrées liées au contrat indien devaient encore tarder davantage. Merci Maxime. Cette fois, c'est fait. La Wallonie a adopté sa réforme des aides à la rénovation. Dès le 1er octobre, seules les passoires énergétiques pourront encore bénéficier des aides, les maisons et les appartements avec un PEB E ou F. Et les primes seront remplacées par un système de prêts bonifiés, des prêts à taux zéro et des prêts avec un montant à rembourser inférieur au montant emprunté. Le gouvernement wallon doit encore décider du budget disponible. Il le fera à la rentrée, en conclave budgétaire. C'est aussi à ce moment-là qu'il devra plancher sur le régime transitoire pour tenir compte des critiques du Conseil d'État. Donald Trump avait annoncé de grandes révélations sur le scrutin 2020 dans une allocution hier soir. Mais rien de neuf que les mêmes allégations infondées de tricherie. Le président accuse cette fois la Chine d'être l'auteur d'un tel piratage des données électorales. Il met en garde par contre sur des fraudes et donc des contestations possibles dans les résultats des prochaines élections de mi-mandat dans 3 mois. C'est Julie Vilquier qui signait la préparation de ce brief. On se retrouve lundi à la veille du 21 juillet et de la fête nationale. Mon invité sera Philippe Ledans, senior économiste d'ING. On fera un bilan économique et politique de l'Arizona juste avant les vacances parlementaires et surtout avant une rentrée budgétaire qui s'annonce particulièrement difficile. Bonne journée, bon week-end, ciao! Au Luxembourg, pas besoin de choisir entre une carrière en finance et une qualité de vie exceptionnelle. Ici, vous avez les deux. Les transports publics gratuits vous emmènent partout en toute simplicité. Et la nature, elle est à 2 pas de la ville et de votre bureau. Ajoutez à cela des perspectives d'évolution professionnelle dans un centre financier international et un salaire net plus élevé. Et le calcul est vite fait. Luxembourg, le meilleur investissement, c'est vous. Découvrez-en plus sur movetolux.com.